Bonsoir tout le monde. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Nous sommes mardi le 23 janvier 2024. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de Montréal pour différentes raisons. Je pense qu'il y a un candidat au fédéral qui a eu la mauvaise idée ou la bonne idée, c'est selon, de viser de front deux maires. Pas n'importe quel maire. Maire de la métropole du Québec et maire de la capitale du Québec. Ça va être pas mal le sujet d'aujourd'hui et je vais profiter de l'occasion pour parler de différents dossiers qui sont en train de se passer à Montréal. Mais avant, il va y avoir des élections aujourd'hui. Bon, là, je vais être clair. Ce qu'on appelle les élections aux États-Unis afin de trouver qui va être le chef de chacun des partis respectifs. Il y en a deux, Parti républicain, Parti démocrate. Pour ce qui est du Parti démocrate, le président est en place. Déjà qu'il n'a pas participé en Iowa, il ne participera pas au New Hampshire, probablement. Probablement qu'il participe. Ah, peut-être qu'il va commencer en Caroline du Sud. Je pense que Joe Biden, si ma mémoire est bonne, pour gagner lors de la campagne pour remplacer Mme Clinton, Joe Biden s'est présenté et il a perdu un peu partout. La première fois qu'il a gagné, c'est en Caroline du Sud. Fait que peut-être qu'il va y avoir une primaire en Caroline du Sud pour le Parti démocrate. Pour ce qui est du Parti républicain, c'est une autre histoire. La semaine dernière, j'ai parlé de M. Vivek Ramaswamy, qui lui a quitté après l'Iowa. Personne ne le voyait venir, celle-là. Vivek a dit non, je vais me retirer parce que je pense qu'effectivement, le grand blond à chaussures noires, Donald Trump, va vraiment être le gagnant. Donc, il s'est retiré assez rapidement après l'Iowa. Ce qu'on ne voyait pas venir, parce que je répète, l'émission est enregistrée avant la fermeture des bureaux à 19h ce soir au New Hampshire. L'émission que vous écoutez actuellement en direct à Lux Media. Merci à tous ceux qui écoutent sur Lux Media, qui encouragent un réseau indépendant. A lieu en après-midi. Et eux ont exactement la version originale en direct. Ce soir à 19h, c'est l'émission différée sur YouTube. Donc, si vous l'écoutez à partir de 19h, ce que je dis actuellement, rappelez-vous que c'est plusieurs heures avant la fermeture. Parce que je ne me gênerai pas et comme à mes habitudes, je vais me permettre de donner des explications, mon opinion et même ce que je prévois qu'il va y avoir comme résultat. La semaine dernière, j'avais également dit que je parlerais de la Taïwan. La semaine prochaine, on va parler beaucoup plus de... Je pense qu'on aligne, arrangez le mot que vous voulez, définitivement, on n'appellera pas ça une guerre régionale. Je pense qu'on est à minuit moins 5 d'une guerre mondiale. Et c'est relié avec les élections américaines. Carrément relié avec. Pendant que Joe Biden et le Parti démocrate est là, j'ai pas besoin, j'apprends rien à personne. Là. Les frontières sont ouvertes. On parle depuis que Joe Biden a été élu, ça va faire 4 ans, c'est une élection cette année. On parle d'à peu près 10-12 millions. Certains autres parlent de 16 millions d'illégaux qui entrent actuellement aux États-Unis et qui vont rentrer pendant la période de Joe Biden. Je ne sais pas si vous le savez, là, 16 millions, c'est du monde. Ça débalance un pays. Je vais y revenir, je vais en parler, ce ne sera pas long, mais je voulais juste parler de Taïwan. La semaine passée, dans l'excitation de l'émission, j'ai oublié de vous dire Taïwan, c'est important et c'est relié avec la prochaine guerre qu'ils vont encore appeler régionale. Pourquoi je dis qu'il va y en avoir une? C'est encore Biden qui est président. Il est président jusqu'en novembre 2024, jusqu'à ce qu'il y ait les élections présidentielles américaines. Donc, Xi Jinping, lui, sa fenêtre Overton, là, à la chèvre. Lui, à la chèvre, pas à peu près. C'est maintenant. Et les élections à Taïwan, il y avait différents candidats, dont un qui était
à la merci de la maison mère, la Chine, de Xi Jinping, le Parti communiste. Il n'a pas gagné. Moi, je prévoyais, j'ai dit, ils vont s'essayer. Puis, ils vont essayer de ramasser à Taïwan en mettant quelqu'un qui est pro-maison-mère, la Chine dans son ensemble. Eh bien non. Mon Chinois, il y a un petit bout de temps que je ne parle pas de Xi Jinping, donc mon Chinois en a pris un dur coup. Je pense que son nom, je m'excuse si je le prononce moins bien, c'est Lai Ching-tai. Lai Ching-tai a gagné. Il a gagné en Taïwan et Xi Jinping est en sacrifice. 48 heures après les élections en Taïwan, déjà, il faisait des tests. Lui, il ne fait pas de farce, là. Lui, c'est des destroyers, des frégates, coupe de jet en haut, faire le tour, puis regarder ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que celle-là va être la dernière de trop. Pourquoi je dis ça? Les Houthis, là, au Yémen, sont en train de bloquer le canal de Suez. Eux autres, ils disent, on attaque n'importe quel bateau. Même que, c'est choquant. C'est choquant, ils attaquent des bateaux qui sont nullement reliés avec le phénomène de la guerre Israël-Palestine, dont l'Inde a dit, moi, je ne suis pas mêlé à ça. Eux autres, ils l'ont dans la tête, là, les Houthis, ils disent, non, gars, tant et aussi longtemps que vous n'arrêtez pas cette guerre-là, qu'Israël arrête de bombarder la Palestine, nous autres, on bombarde, vous ne prendrez pas le canal de Suez. Donc, il y a un problème majeur. Mais ce n'est pas le seul problème. Le Yémen est en train de causer des problèmes mondiaux, là, au niveau de, justement, le transport par bateau qui passe par le canal de Suez. À défaut, pas être capable de passer, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, ils sont obligés de passer du côté est de l'Afrique, faire le tour au sud, puis remonter de l'autre côté. Je ne sais pas si vous le savez, là, c'est pas la même chose qu'une petite Golf de Volkswagen, là, en essence, là. Ça coûte une fortune, et surtout en délai. Tout ça pour dire qu'il y a un problème là. Les Américains s'en mêlent, déjà. Au moment où je vous parle, ça fait déjà en 10 jours à peu près 8 frappes qu'ils font au Yémen. Puis tenez-vous bien, l'esclave américain également, un petit peu moins que l'Union européenne au complet, le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, les États-Unis attaquent actuellement le Yémen. Ah, celle-là, je ne la voyais pas venir. Les Houthis ont répondu, « Bon, ben OK, vous voulez nous faire du trouble? On va commencer à vous en faire. » Il ne faut pas être nerveux, là. Là, je la voyais pas venir, celle-là. Elle est fatigante. Je vous le dis, elle est fatigante, celle-là. Parce que l'Iran, et je l'ai déjà dit, là, personne n'en parle, mais le Pakistan. N'oubliez pas, là, je parle du Pakistan, là, on parle d'armes nucléaires. Là, non. J'ai moins de plaisir à regarder ça, puis on n'en entend pas parler. La semaine prochaine. Je ne veux pas faire une longue, mais tant qu'à faire, je vais finir là, pour que vous compreniez la boucle de l'ensemble des petites guerres régionales. Non. D'après moi, on s'en va vers la grosse. Là. Parce qu'oubliez pas qu'Israël, j'oublie son nom, le chef israélien, là, lui, c'est Netanyahou. Ouais, c'est Netanyahou. Lui, il ne veut pas arrêter. Là, il a fait un offre. On va arrêter 2 mois. À condition que vous laissiez partir les 130 réfugiés. Là, il parle aux Palestiniens. On va arrêter 2 mois. Puis, bon, non, je pense pas que ça. Je pense pas. Puis moi, j'ai dit, là, à un moment donné, ils vont arrêter, là, ils vont lâcher Poutine, ils vont garder toute la Donbass, c'est réglé. Ça, l'Union européenne, là, ils sont encore les esclaves des États-Unis. Eux autres, ils se font dire, non, là, on n'a pas fini celle-là. Dites-vous là, que ce que je viens de dire, là, c'est Taïwan, Yémen avec les Houthis, Israël, Palestine, Poutine avec, comment on l'appelle, là, le chef de... voyons. Volodymyr Zelensky. C'est pas, hey, là, ça en fait juste 4, là. Là, je vais y revenir. C'était juste pour vous dire qu'en Taïwan, Xi Jinping a perdu. Alors, comme à mes habitudes, je veux féliciter Lai Ching-tai. Taïwan. Bon, les élections américaines, après ça, on arrive avec les insultes aux maires de 2 grandes villes au Québec.
Les élections américaines, la semaine passée, j'étais en résultat. Iowa, on avait les résultats. C'était ma prédiction. Iowa devait gagner. Je veux dire, Donald Trump devait gagner assez facilement. Et après ces deux départs-là, après le départ de M. Vivek, et celui qu'on voyait pas venir tout de suite, lui, il avait juré qu'il va peut-être passer moins de temps au New Hampshire, mais je vais passer plus de temps en Caroline du Sud. Celui qui a terminé deuxième, le gouverneur de la Floride. Je vais nommer tous ses titres avant de... C'est ça, avant de nommer son nom, je vais nommer tous ses titres. D'ailleurs, Donald Trump a arrêté de l'appeler de Sanctimonious. Ouais. Non, Donald Trump, lui, il a dit... Lui, c'est un bon... Je pense que Donald Trump, les gens s'habituent à le connaître. Je veux dire, il y en a qui vont le haïr, puis c'est pour la vie, puis il y en a qui commencent à regarder, puis ils disent, écoute, il faut le suivre, cet homme-là. Et du jour au lendemain, aussitôt que Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, qui fait un excellent travail en passant, moi, je le déclarais pas ouvertement. Moi, je disais, je pense que Donald Trump va gagner. Mais si j'avais eu un deuxième choix, c'était mon deuxième choix. Moi, je pense que c'est un bon gouverneur en Floride. Il a fait un bon travail. Il a réussi à faire reculer Walt Disney World. Ceux qui connaissent un peu la Floride, on en profite. On est au mois de janvier. Il y en a plusieurs qui sont allés à Orlando. Non, c'est pas à Orlando. C'est à Kissimmee. Kissimmee, le Walt Disney World. En tout cas, il a fait reculer Walt Disney World avec son intention d'aller de plus en plus transgenre, mettons. Je ne sais pas. Là. Il s'en allait pas du bon bord, eux autres aussi. En tout cas, moi, je trouvais qu'il faisait une belle job. Il s'est retiré. De la campagne. Là, il en reste deux. Il reste une démocrate et Donald... non, qu'est-ce que je viens de dire, là? Ben non. Deux démocrates. Donald Trump et... J'oublie son nom, elle aussi. Voyons. Nikki, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, qui a été nommée par Donald Trump à l'ONU. Nikki Haley. Donc, il y a Nikki Haley, républicaine déguisée, et Donald Trump. Et je pense que de plus en plus, les gens s'en aperçoivent. J'ai dit la semaine passée qu'elle recevait environ 3 millions de dollars par semaine pour la campagne qui a lieu aujourd'hui. Je répète, l'émission est enregistrée, donc je ne sais pas ce qui va arriver, ni les résultats. Voici ma prédiction. Donald Trump va gagner. J'avais dit... En Iowa, Donald Trump a battu les records de tous les temps au Parti républicain lors du caucus de l'Iowa, avec 30 % au-dessus du deuxième. Ça s'est jamais vu. Ça ne sera pas le cas, je vous le dis tout de suite. New Hampshire, même ceux qui écoutent là, Fox News ou n'importe quel autre gens qui sont pro-Trump, là, à un moment donné, arrêtez de rêver. Là, vous allez voir que la machine démocrate, quand elle se grouille le cul, c'est 40 % des gens indépendants qui ont le droit d'aller voter au caucus, à la primaire dans le New Hampshire, pour le Parti républicain. Donc, le 30 % de Donald Trump va fondre. Jusqu'à où? Je ne le sais pas. Je prévois que Donald Trump va gagner. Lui, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ses adversaires ont des surnoms. Que ce soit Pocahontas jusqu'à De Sanctimonious. Là, ils ont tous des surnoms. Bon. Et il le dit, il ne se cache pas de ça. C'est une bataille, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui a le courage d'aller en campagne. Et il le dit ouvertement. Il a félicité Vivek et il le dit de façon... Et c'était honnête. Il a fait la même chose avec Ron DeSantis. Comme par magie, il a perdu tous ses surnoms. Il l'appelle Ron DeSantis. Puis Ron a fait un excellent travail. C'est un des très, très bons gouverneurs pour la Floride. Puis il en mettait, tu sais, quand tu beurres épais. Mais tu voyais que c'était sincère parce qu'il y avait un sourire en coin. C'est un baveux. Il est baveux, Donald Trump. Il a travaillé longtemps en immobilier. Il a négocié. Il a dû négocier, lui, avec des contracteurs. Il a 77 ans, le jeune homme, là. Il a dû en voir d'autres couleurs. Et son sourire en coin en dit long. C'est, regarde, j'ai gagné. Tel l'avait dit que je gagnerais. Et c'est son attitude. Par contre, c'est un homme capable de dire c'est terminé, c'est fini, c'était une bataille, maintenant on va de l'avant. C'est ce que je pense. Tout ça pour dire qu'il va gagner ce soir, bientôt,
Au moment où vous écoutez l'émission, les résultats vont commencer à sortir, probablement. Je prévois qu'il va gagner. Il va fondre 30 % en Iowa. Non, il ne va pas chercher 20 % d'avance. Moi, c'est drôle, j'ai comme un feeling, là. 15 % là, Donald Trump serait bien content. N'oubliez pas là, que, je dis ça, DeSantis vient de se retirer, il y avait 6 à 8 % des votes. Vivek avait 5-7, ça fait 10-12. Là-dessus, il y en a une couple avec DeSantis qui sont peut-être un petit peu plus avec la madame. Moi, c'est drôle. S'il dépasse 20 % là, je vais être étonné. Je vais être obligé de féliciter le grand blond Donald Trump s'il dépasse 20 % de distance avec l'ancienne gouverneure. Mon Dieu, que j'ai pas de la misère. Mais Nikki Haley. En tout cas, c'est ce soir, on va voir les résultats. Maintenant, ceci dit, après ça, on s'en va au Nevada. Nevada, c'est une... Je vais terminer là-dessus. Je veux parler plus des villes à Montréal, mais je veux quand même vous donner une suite, parce que je vais y revenir, là. On a beau dire qu'on s'en occupe pas, puis c'est aux États-Unis. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis va changer le système. La démocratie est ébranlée. Et je m'en cache pas, là. Ici, à Lux Media, je l'ai déjà dit, c'est un superbe média indépendant où on a une liberté d'expression, une liberté de parole. Il n'y a pas grand monde ici qui est d'accord avec ce que je dis. Ils ont des positions. Et c'est normal, ça fait partie de l'entente qu'on a. Tous les animateurs ont le droit de s'exprimer. Et on se lance un petit peu de roche quelquefois. Moi, je maintiens mon point. On en est vers la fin d'un système. Je vais y revenir là-dessus. On a déjà parlé longtemps du système en 2018. J'en parlais déjà que le système est ébranlé où là, maintenant, on est à l'intérieur du système. Et on est en train de faire une explosion, une implosion. Et là, il n'y a plus juste en Hongrie. Voyons, de la misère avec les noms aujourd'hui. Viktor Orban. Il n'y a pas juste en Hongrie là, qui, lui, il est en train d'ébranler le système de son côté. Il y en a d'autres à l'extérieur. Là, et on va le voir aux Pays-Bas. Moi, je pense qu'il y a je l'ai dit, moi, en Espagne, il est en train de se passer quelque chose. Il y a différents pays qui sont en train de... Les États-Unis, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il n'est pas tout seul, le grand blond. Il y en a qui s'en aperçoivent. C'est relié avec le phénomène de l'argent. L'argent, là, avant, on travaillait fort pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, la machine travaille fort. Ceux qui travaillent ou qui ont eu la chance de travailler avec la machine à ses débuts, quand je parle de la machine, vous comprenez que je parle de l'ordinateur. L'Internet, cette machine-là, elle change le monde. Et il y en a qui ont réussi. Les riches sont devenus plus riches et malheureusement, les pauvres ont demeuré pauvres. D'autres, plus pauvres. Et la classe moyenne qui fait vivre tout un système est en train de s'en aller de plus en plus, je dirais pas pauvre, disons, moins riche que classe moyenne. Ça ne s'en va pas dans le bon sens. Et c'est là que j'ai dit... Impossible. Le système va arrêter quelque part et c'est en train de se produire, je le pense. Et évidemment qu'il y a une résistance énorme. Aux États-Unis, on appelle ça le Deep State. Ça existe dans différents pays, entre autres au Royaume-Uni. Tous les pays colonisateurs ont un Deep State très, 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 très puissant. Alors, la résistance est forte. Et là, je ne parle pas de personnages devenus riches grâce à ce système. Que ce soit Bill Gates en me rendant jusqu'à George Soros. Moi, je pense que... En tout cas, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. J'ai l'impression que ça va se passer en 2024. Et c'est bientôt, ça. Novembre 2024, là, on va voir ce qui va se passer durant la campagne. Donc, au moment où je vous parle New Hampshire, moi, je pense que Donald Trump va gagner. Après ça, on s'en va au Nevada. Nevada, tiens, j'arrête là-dessus, après ça. Là. On s'en va au Nevada. Nevada, c'est drôle. Il y a un caucus puis une primaire. En Iowa, il y avait... C'est juste des caucus. 1600 quelques places, 100 personnes à chacune des places. Puis là, ça vote, puis pouf, tu le sais tout de suite qui gagne, qui... Bon. New Hampshire, ce soir, c'est une primaire, c'est différent. On va avoir les résultats. Je pense pas que ça va être à 8h, là, 8h15. Là, ça va être un peu plus tard.
c'est une primaire, c'est une élection quasi générale. Au Nevada, on s'en va là la semaine d'après, là, il y a un caucus et une primaire. Il y en a qui me disent Gilbert, Nikki Haley, elle n'ira pas, elle va lâcher. Tenez votre truc. Pour gagner en tant que chef du Parti républicain, au même titre que les démocrates, c'est des délégués. Ça te prend 1700, je ne me rappelle pas, je pense que c'est 1250 ou 1750. Dès que tu atteins ce chiffre-là, tu es le candidat officiel du Parti républicain. Au Nevada, il y a un caucus et une primaire. Et c'est au caucus, comme en Iowa, la soirée des caucus, c'est là que les délégués sont choisis. Qui? Moi, je prévois, là, tenez-vous bien, 100% des votes vont rentrer Donald Trump. Pourquoi? Parce que Nikki Haley n'ira pas. Elle ne mettra pas son nom sur les caucus, qu'on appelle le caucus. Non, elle va aller aux primaires. Là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Si ça ne rapporte pas de délégués. Elle a les médias de son côté. Le lendemain des élections dans le Nevada, vous allez voir, ils vont marquer en gros « La primaire est remportée par Nikki Haley ». Ben oui, mais ça n'a aucune valeur, là, ça ne lui donnera pas un maudit délégué. Ben c'est pas grave, c'est ça qui va être dans les médias aux États-Unis parce qu'ils ne veulent pas que le système change. Non. Et là, après ça, on va faire quelques... Puis on descend en Caroline du Sud. Nikki Haley va faire la Caroline du Sud et c'est après ça que je pense qu'elle va sortir. Mais je ne suis pas certain encore parce que le parti, je veux dire, la puissance du système, c'est incroyable. Ils ne veulent pas que le système change. Puis si Donald Trump est le candidat officiel, là, ils ont un problème majeur. Parce que là, de plus en plus, les républicains commencent à réaliser, là, c'est vrai que ça ne va pas bien aux États-Unis, là. L'économie va pas bien, l'inflation, ça va pas bien été, évidemment, les taux d'intérêt. Puis là, chez moi, il y en a qui m'envoient des messages. J'apprécie énormément le pouce en l'air. Si vous êtes sur YouTube, j'apprécie énormément. Ça aide à nous faire connaître. Et si vous avez des commentaires, je lis tous les commentaires. Si vous avez des questions, je lis les questions. Il y en a qui sont intéressantes. Je réponds généralement la semaine d'après ou la semaine lors de l'émission de candidat. Là, il y en a qui m'envoient des commentaires ou qui m'envoient des... Gilbert, le taux d'inflation, là, t'exagères, là, c'est juste 2-3 % qui disent « Hey. Bacon coûtait 3 piastres, il en coûte 9. Là, regarde. Si tu veux me parler de 3 %, pas de trouble. Par mois, pendant 3 ans. Et là, tu vas arriver pas mal sur le taux. Voyons donc. Moi, quand je les entends dans les médias traditionnels, le taux, on est chanceux, là, c'est seulement 2 %. Il est à la baisse. Voyons, je te preuve du contraire. Plus 2, c'est à la hausse, ça, avec. Puis additionne les mois précédents, puis on va arriver tous les deux au même chiffre. Moi, je dis que l'inflation, à peu près, depuis 1 an et demi, 2 ans, mettons, là, on parle-tu de 25 à 35 % d'augmentation, puis j'exagère pas. Il y a des produits, ça a carrément doublé. Mais ça me dérange pas. Vous pouvez écrire vos commentaires, ça me fait plaisir. Ça me rend de bonne humeur. Bon, on va parler de Montréal. J'ai beaucoup de plaisir à suivre les campagnes électorales et surtout les villes, dont une en particulier. Je m'en cache pas et c'est clair, je l'ai déjà annoncé, ma candidature en tant que chef du parti Action Montréal à Montréal lors des élections de 2025. Donc, j'ai eu un intérêt particulier à regarder surtout Montréal, mais il y a également la capitale du Québec qui est intéressante. Et celle-là, je ne la voyais pas venir. Là, je ne la voyais pas venir parce que j'émets de plus en plus d'opinions, de positions. Et tôt ou tard, les médias traditionnels, je m'en attends, vont m'appeler, j'imagine, s'ils sont objectifs, étant donné qu'il n'y a pas d'opposition à Montréal actuellement. On va prendre quelqu'un qui s'exprime correctement ou qui est capable de donner des points précis sur ses positions. Tout ça pour dire que j'écoutais quelqu'un qui, justement, travaille de façon indépendante dans un média indépendant et est arrivé avec une vidéo que j'ai dit « Oups, là, on parle d'immobilier. » Je vous laisse l'écouter puis je vous reviens. J'ai pris la décision de stopper, d'arrêter un projet immobilier qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait encouragé la venue d'à peu près 10 000 voitures. Oups! Alors, vous le réécouterez parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre ce qu'elle vient de dire là. Elle est toute fière d'être heureuse de dire qu'elle a bloqué un projet parce que
c'était sur un des endroits, le seul ou un des seuls derniers endroits verts à Montréal. Je vais y revenir un peu plus tard concernant les endroits verts à Montréal. Je pense que Montréal est une des villes. C'est incroyable. La beauté, la grandeur des parcs. Juste d'avoir dit ça, elle mérite son titre de prune. C'est une prune, elle. Puis là, il y en a qui m'ont demandé, Gilbert, comment ça se fait qu'elle n'est plus dans la case raisin? Non. Ça, c'est une autre affaire. Non. Moi, Gilbert Thibodeau, moi, je dis qu'il y a deux sexes. Il y a deux genres. Homme, femme. C'est clair. Un homme ne peut pas avoir d'enfants. Une femme peut avoir des enfants. Vous comprenez? Deux sexes. Donc, les hommes vont dans la case raisin. Les femmes, prunes. Et je le fais par respect. Tout ça pour dire que Valérie Plante, toute fière d'être heureuse, la prune, de dire... J'ai bloqué un projet de développement, je vous le résume, là, un projet immobilier, développement immobilier, parce qu'il n'y a plus d'espace vert à Montréal. Je suis en train de les sauver. Et, grâce à moi, la prune en chef, il va y avoir 10 000 autos de moins à Montréal. Tout de même incroyable, vous réécouterez, avec le grand sourire. Hey, faut-tu être écarté? Sacrifice! Premièrement, on va y aller dans l'ordre. J'ai dit que je garderais mon calme. Après ça, je vais aller voir qui a dit qu'elle était incompétente. Mais avant d'aller plus loin, je vais vérifier. Avant de dire qu'il y a quelqu'un qui la traite d'incompétente, je vais toujours bien essayer de vous expliquer, moi, ce que je pense de ce qu'elle vient de dire. Parce que j'ai déjà dit dans le passé qu'elle était mauditement incompétente. Alors, je suis étonné que quelqu'un d'autre le dise. En 2016, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, Donald Trump a été élu aux États-Unis et ça a été un branle-bas de combat. Ici, au Canada, les gens disaient « Whoop, 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 whoop ». Ça commence à rentrer par le rang Roxham. Ben oui. Donald Trump aux États-Unis, lui, il est plus patriote. Lui, il a dit ceux qui sont rentrés ici illégalement. Ce qu'on appelle, par les journalistes ici, là, que moi j'appelle des chroniqueurs sans envergure, là, qui disent le mot irrégulier. Ah, ils sont rentrés, mais c'est irrégulier. Dans le sens qu'on va peut-être les régulariser. Non. C'est des illégaux. Des illégaux, là, c'est pas beau, ça. Pas beau. Tout ça pour dire que Donald Trump a gagné en 2016 aux États-Unis, puis il y a plusieurs illégaux. Généralement, c'est des sorties de prison. Des illégaux, je ne veux pas donner trop de négatifs. Juste le mot veut le dire, tu n'as pas d'affaires ici, tu es illégal. Bon, quittait les États-Unis, parce que Donald Trump faisait le ménage, puis il dit, regarde, on va réussir à partir notre économie, mais c'est pas en laissant rentrer des illégaux. On va bâtir un mur, puis on va se faire une frontière. Quand tu n'as pas de frontière, tu n'es pas un pays. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je dis qu'il a raison. Lentement, le Canada va le réaliser. Pendant que lui faisait ça, on avait le pingouin. Lui, je ne l'appelle même pas le raisin. Le pingouin, elle souffle. À Ottawa. Venez-vous-en. Nous, on accepte n'importe qui, rentrer par n'importe quelle porte, n'importe quel sapin. Hein? Oui, on va. You! C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Les illégaux rentrent. Quand t'es illégal, t'es illégal. Ça veut pas dire que t'es tata. Non. T'as des illégaux qui sont smart. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence, là. Tu rentres illégalement, tu fais quoi? Mais c'est pas long que tu le sais. Tu cherches les villes où c'est facile de faire de l'argent, où on te paye facilement. Logé, nourri, torché, calique. Qui offre ça? Quand tu as passé par Sherbrooke, parce que quand tu arrives par le chemin Roxham, là, tu montes, là, bon, tu vois Sherbrooke, une belle ville régionale, très belle ville, mais tu cherches la grosse, hein? Tu en viens à Montréal, hein? Évident. Si c'est pas Montréal, tu vas essayer d'aller à Québec. Bon, mais c'est Montréal, la vache à lait, là. C'est la métropole. C'est là qu'ils se ramassent. Et là, on fait quoi avec ces gens-là? Je le sais pas. Là, tu as des médias qui disent « Ah, ce sont des gens réfugiés. » Là, tous les mots sont bons. Des réfugiés, peut-être un peu irréguliers. Ils ont des problèmes dans leur pays. Hey! Ne pas avoir de problème dans leur pays. Ils arrivent des États-Unis. On a une entente de pays tiers sûr.
T'as pas le droit de partir des États-Unis, t'en venir ici, dire que je suis un réfugié. Hey, le 2 de pique, elle repasse par le petit trou, tu viens. Tu peux pas, il y a une entente. Ben oui, c'est pas grave. Ça, dans les médias, on dit, ce sont des irréguliers. On va régulariser. Non, c'est des illégaux. Ils font quoi, eux autres? Ils s'en viennent à Montréal. On fait quoi ici? Ben, le gouvernement du Québec et le gouvernement... Oubliez pas le pingouin à Ottawa. Venez-vous-en. Ça, c'est 2016, 2017, 2018, 2018. Pendant que le grand blond, Donald Trump, nettoyait son pays, eux autres, ils se poussaient. Puis ils s'en allaient pas vers le sud. C'est bizarre, ils s'en retournent pas au Mexique, hein? Non, ils n'en tournaient pas. Peut-être qu'il y en a une couple, mais croyez-moi, il y en a plusieurs qui sont montés par en haut. Et ils disent, on va aller dans le plus beau pays au monde. Puis là, ils arrivent à Montréal. Il y en a qui quittent pour Toronto, il y en a d'autres qui quittent pour d'autres grandes villes. Ceux qui restent à Montréal, c'est quoi ça? C'est logé, nourri, torché. On leur fournit hôtel. Nommez-les. C'est pas un hôtel, des logements. Ben oui. Tout ça pour en revenir aux vidéos de Valérie Plante, qui, elle, le maire avant elle, pour ne pas le nommer, Denis Coderre, lui, il avait dit « Montréal, c'est une ville sanctuaire ». Là, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Là, c'est à la mode. Ça n'existe pas, ça, ici au Québec, en passant. Mais il voulait être à la mode, parce que San Francisco, c'est une ville sanctuaire. Ça, une ville sanctuaire, ça veut dire que les illégaux, nommez-les comme vous voulez, les réfugiés, les irréguliers, appelez ça comme vous voulez. Aux États-Unis, ça existe. Ils appellent ça des villes sanctuaires et le gouvernement fédéral leur donne de l'argent pour aider les gens à se refaire une vie. Arrangez ça comme vous voulez. Ça existe aux États-Unis, Chicago, Philadelphie, New York, Miami, San Francisco, Los Angeles. Je n'ai pas nommé trop de villes républicaines. Bon, en tout cas. Et ici, à Montréal, Valérie Plante, son prédécesseur, Denis Coderre, avait dit « Montréal, c'est une ville sanctuaire. » Ah oui, un petit gars de Joliette qui s'énervait. Ouais. Valérie Plante, pas plus fine, elle a dit les policiers, on va leur dire de ne pas poser de questions. Fait que quand tu ne poses pas de questions, tu n'as pas de réponse. Si tu n'as pas de réponse, tu ne peux pas l'arrêter. Hey, faut-tu être gnochon? Non, je retire mes paroles. Faut-tu être prune? Faut-tu être prune d'aviser tes policiers? Regarde. Posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse, vous ne pouvez pas les arrêter. Ça, c'est ça. C'est la suite d'une ville sanctuaire. Qu'est-ce qui arrive? Bon, ben, ils sont logés, nourris, on les met dans les hôtels, quand il n'y a plus de place dans des hôtels, que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada en subvention donne à la Ville de Montréal, de façon à ce que l'hôtel soit bien payé. C'est incroyable, là. Ce que je viens de dire, là, c'est l'argent des citoyens qui payent pour ça, là. Ben oui, toi. Ben oui, ça va bien. Ouais. Il arrive quoi après? La mairesse de Montréal s'en va déclarer officiellement dans la vidéo que vous venez de voir. Ouais, je viens d'empêcher le développement d'un immeuble. On s'en cachera pas, là, puis je m'en cacherai pas, là. Moi, là, chez moi, on va bâtir 10 000 logements, là. Valérie Plante, là, qui se battait avec Denis Coderre, 10-15 000 logements. Je vais faire 10-15 000 logements en 4 ans, puis là, je vais en faire 20 000. Je vais en faire... Il manque entre 150 et 200 000 portes à Montréal. Pas 20 000, 10 000, non. Puis d'année en année, là, si je marche avec mes prédictions, là, vous allez dire, Gilbert, là, tu fais un petit peu trop de projections. Oui, c'est correct. Mettons que je vais y aller sur ma projection. Admettons que Donald Trump gagne en novembre, cette année. En 2016, il était rentré 3 millions d'illégaux aux États-Unis. Nous autres, on en a reçu. À Montréal, il y en a probablement abouti 40 000, 50 000, 100 000 en 4 ans. Là, c'est 16 millions qui sont en train de rentrer aux États-Unis. 16! C'est 5 fois plus, hein? Un peu plus que 5 fois plus que 2016, ça. Alors, faites vos calculs. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, à Roxham? Moi, que les médias disent « On a bloqué, le gouvernement a bloqué Roxham ». Hey! Jamais! Il a donné ordre aux médias subventionnés. Vous allez dire à tout le monde que ça ne rentre plus. Parce que là, les gens commencent à comprendre que c'est très mauvais, là. Fait que vous allez dire qu'on a arrêté tout ça, puis que ça ne rentre plus au chemin Roxham. C'est ça qui a été dit. Venez pas me faire croire qu'il ne rentre plus d'illégaux.
peut-être moins en hiver, il fait froid. Je le comprends. Attendez. Mois de novembre, cette année, Donald Trump, je prévois qu'il va gagner. Là, c'est pas 3 millions qui ont rentré en 2016. Non! Depuis que Trump est plus là, que c'est Joe Biden qui est là, on prévoit, certains prévoient. Je dis de 12 à 16 millions. Mettons que c'est 5 fois plus. S'il en est rentré 100 000 en 4 ans, faites donc votre calcul, c'est-tu un 500 000? Puis le bozo à Ottawa qui vient d'annoncer que lui, il en veut 500 000 par année. Légaux. Ça, chez nous, là, clair, ça fait 1 million, ça. Plus ceux qu'on nous dit pas. Puis on a une mairesse qui dit « Ah, moi, j'ai bloqué! » Regarde, on va y aller dans l'ordre, Mme Plante, là. Ça vous tente pas de mettre de la pression sur le gouvernement du Canada. Premièrement, arrêtez de parler d'immobilier avec le gouvernement du Canada. Pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer le premier, moi. Le premier qui a dit que Valérie Plante était incompétente. Ça m'a impressionné. Parce qu'il est candidat, lui, pour être premier ministre du Canada. Son nom, c'est Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, ah bon, là, la nouvelle est drôle, hein? Malgré la levée de boucliers, Poilievre décoche de nouvelles flèches contre Valérie Plante. Remarquez le début de la phrase. Malgré la levée de boucliers. C'est qui, ça, qui a levé les boucliers? Ça veut dire qu'il y en a qui trouvent que Poilievre n'aurait pas dû dire que Valérie Plante est incompétente. Si je comprends bien, là, c'est ça que ça veut dire. Mais là, moi, je suis pas surpris. Je suis pas étonné, là. Et là, je vous le dis, là, je fais juste parler du parc immobilier. C'est mon point de force. En fait, mon point de force. Un des 5 points de force du programme du Parti Action Montréal, dont le parc immobilier en fait partie, est un morceau très, très, très important. Quand j'entends la mairesse de Montréal actuelle, en fait, je devrais dire la maire de Montréal, parce qu'elle s'est présentée, elle a dit qu'elle était l'homme de la situation. Ouais. Qui dit qu'elle, non, on n'en veut plus. On est en train de sauver le dernier petit parc qui restait à Montréal. On ne peut pas mettre un bâtisse là. C'est le dernier endroit vert à Montréal. Mais même, je pense qu'elle ne connaît pas Montréal, là. Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. Il y a 19 arrondissements à Montréal. Je fais le tour régulièrement. J'adore Montréal. Je suis né à Montréal. Mon père est né à Montréal. Mon grand-père, en 1892, lui, là, il était commerçant à Montréal, en tout cas. Tout ça pour dire qu'il y a 19 arrondissements à Montréal, toute beauté. Ah! Allez voir la Chine, l'île Bizarre. Ah, c'est incroyable. Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. Ah, c'était incroyable. Même le plateau Mont-Royal, Rosemont, il y a des parcs de toute beauté. Je ne veux pas les nommer, là, mais c'est des espaces verts, en voulez-vous? Il y en a. Il y en a, puis il y a de la place pour avoir un parc immobilier capable de bien servir les gens légaux. Pas les illégaux. Parce que là, on est en train de servir très bien les illégaux. C'est la pire chose. Donc, je répète, la mairesse devrait aller voir tout de suite le premier ministre du Québec puis dire, regarde, j'ai un problème. Ou tu t'en occupes avec le premier ministre du Canada, ou tu viens négocier avec moi, mais c'est toi qui vas parler parce que ça ne me regarde pas, puis c'est à ton niveau que ça va aller au fédéral. Là, moi, là, je peux pas là, nourrir tous les illégaux qui rentrent à Montréal. Je le sais pas, là. Non, elle dit pas un mot. Non seulement elle dit pas un mot, elle dit aux policiers, taisez-vous! Posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse, fait que vous ne serez pas obligés de les arrêter. Hey! Là, c'est plus de l'incompétence, là. C'est une prune. Si je continue, c'est une cruche. Ah, puis je pourrais aller à des niveaux supérieurs, puis elle va l'atteindre, ça sera pas long. Mais là, j'ai dit, Pierre Poilievre, peut-être qu'il est en train de tenter de se faire une réputation. Alors, j'ai vérifié, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a dit... y a-t-il quelqu'un d'autre qui a osé dire que Poilievre avait raison, que Valérie Plante était compétente? Eh bien, je pense que oui. Mise en chantier domiciliaire. Celui que vous voyez, c'est M. Bellemare. Marc Bellemare. Un ancien ministre, si je ne me trompe pas, au provincial. Pierre Poilievre a raison. Oh, ça va bien. Et si on y va de façon normale,
lentement, j'ai l'impression que quelques personnages vont se lever debout puis ils vont réaliser, là, regarde, là, ça va pas bien, là. On a un problème majeur. Et là, j'avais dit, j'ai pas besoin de regarder des notes, là, c'est incroyable. Je veux juste le montrer parce que ça, ce document-là, là, ici, là, c'est un beau document qui a été fait. C'est pas juste l'Institut économique de Montréal là, qui s'en occupe. Il y en a plusieurs qui l'écrivent de plus en plus. Valérie Plante a bloqué à peu près 24 000 nouveaux logements, là, développement. Moi, j'appelle ça des portes. Bon, elle en a bloqué 24 000. Elle parle de 10 000 dans le vidéo. Là. Ah, 10 000 autos de moins. Ça doit être un petit 2 000, 3 000 portes, ça. Peut-être 4 000 portes, je ne sais pas. Mais elle en a bloqué 23, 24 000 là, en 2023. Là. Tout va bien, Mme la Marquise. Elle dit, moi, c'est pas une prune, c'est une cruche. Ah, c'est une cruche. Comment veux-tu que les gens aient du plaisir à vivre à Montréal? Comment veux-tu que les gens du Québec ne pensent pas que Montréal est une risée quand on voit de la façon que c'est géré? Ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas bien. J'ai dit, tiens, on va aller voir. Parce que là, je parle des gens qui arrivent de façon irrégulière. Je vais utiliser le terme des médias. Vous voyez comment je suis sympathique? Des gens qui rentrent de façon irrégulière ou des réfugiés. Bon. Alors, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu la chance d'avoir la façon qu'on les reçoit. Le vidéo dure à peu près une minute et demie. Et on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'immigration. Comment est-ce que les demandeurs d'asile, de plus en plus nombreux, je ne devais pas voir ça tout de suite, mais que voulez-vous? À recourir à l'aide sociale au Québec. Je vais y revenir, l'aide. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est incroyable, c'est lavé, nourri, torché, tout. En plus, on leur donne un chèque et de l'assurance sociale. Je veux pas être négatif. Je veux vous montrer la vidéo. En fait, ça vient d'arriver dans un grand média et on nous explique, quelqu'un s'explique comment est-ce qu'on reçoit les gens de l'immigration. Mamounata Nikema a quitté le Burkina Faso pour le Canada il y a 9 mois, enceinte d'un petit garçon. Ses économies et l'aide d'organismes comme Foyer du Monde lui ont permis de vivre sans l'aide financière du gouvernement. Moi, je suis venue avec des économies. Je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de venir avec ces économies. Mais il y a d'autres qui ont fui des situations urgentes, donc qui arrivent sans économie. Au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on constate que les demandeurs d'asile sont de plus en plus nombreux à recourir à l'aide sociale. En octobre 2022, ils étaient 27 099. Un an plus tard, en octobre 2023, 43 174. Une augmentation de 59 %. Une hausse qui pourrait s'expliquer par le temps d'attente pour obtenir un permis de travail du fédéral. À Ottawa, contrairement à ce que dit Québec, on souligne qu'en date du 13 janvier, ces délais s'élèvent à 90 jours. Ces gens-là, quand ils arrivent chez nous, c'est pas pour venir sur l'aide sociale, c'est pas une fin en soi. Là. Ils viennent ici pour travailler. Et puis, ils passent 11 mois, en moyenne, sur l'aide sociale avant d'obtenir leur permis. La directrice générale chez Foyer du Monde, qui offre un toit à une trentaine de demandeurs d'asile, aimerait que Québec bonifie son aide. Il y a 2 ans, on était capable pour nos résidents de trouver un appartement entre 500 et 700 $. Là, maintenant, c'est 1000, 1200, 1300, 1400. C'est impossible pour une personne qui vient d'arriver d'avoir cet argent-là. Si une personne ne peut pas faire garder ses enfants, c'est plus difficile pour elle de travailler. Donc, même si elle a le permis, si on n'y arrive pas. Cette forte augmentation de la demande d'aide sociale fait craindre un embouteillage au ministère de l'Emploi. Actuellement, le gouvernement dit répondre à 87 % des demandes dans un délai de 5 jours. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal. C'était un reportage de la télévision d'État. On parle de demandeurs d'asile. Et là, il faut être clair. Le Canada, au même titre que les États-Unis et divers autres pays sur la planète, sont des terres d'accueil, des gens qui veulent y aller. Et croyez-moi que je suis une personne qui est très ouverte à l'immigration légale. À partir du moment où tu veux aller dans une terre d'accueil, que tu la respectes, que tu comprends très, très, très bien sa
culture, son histoire, sa langue. Si tu viens au Québec, le Québec, article numéro 1, la langue française. Même Montréal, en passant. On me demande souvent, je dis, ben, Montréal, c'est une ville bilingue. Ben non. Article 1, ville de Montréal, t'as pas le choix. De toute façon, Montréal, c'est au Québec. Québec, c'est une ville, un pays, une province francophone. J'ai fait un lapsus lingué. Un pays francophone. Une province francophone. C'est la seule province francophone au Canada. C'est dans son statut. Et Montréal, c'est évidemment ça. Donc, quand tu t'en viens, t'es demandeur d'asile, moi, j'ai aucun problème avec ça. On est une terre d'accueil. C'est vrai que c'est beau, le Québec. C'est vrai que c'est beau, Montréal. C'est beau, les régions à Montréal. C'est toute beauté. Légalement, par respect. Et moi, je vais aller un peu plus loin, au risque de me le faire dire. Gênez-vous pas pour les commentaires et le pouce en l'air pour qu'on puisse faire connaître l'émission et Lux Média. On me parle souvent d'intégration. Les immigrants légaux doivent s'intégrer à la société. OK, je vais aller une coche, je ne veux pas exagérer, devraient s'assimiler à la société québécoise. Autrement dit, devenir québécois. Devenir partie intégrante de la terre d'accueil qui t'a reçu. Au Québec, spécialement à Montréal, on ne vit pas en fonction des exceptions. Si tu viens ici pour me dire que toi, tu es exceptionnel, puis moi, il va falloir que je fasse des règlements à cause que toi, tu te prends pour un autre, puis tu es minime dans la majorité de la société, ben, je suis pas certain que j'aimerais ça que tu viennes. Ça, va falloir que quelqu'un mette ça au clair. Quand tu arrives au Québec, regarde, c'est comme ça. Et non pas, on va faire des exceptions. Là, c'est rendu qu'on gère en fonction des exceptions. Comment voulez-vous qu'on avance dans une société quand c'est plus la masse? L'histoire, la culture, comment ça se fait que c'est pas eux qui dirigent? Non, maintenant, c'est l'exception. Les hommes peuvent avoir des enfants. Ben oui, calique! Puis les hommes ont le droit d'aller compétitionner dans des compétitions de femmes s'ils se font couper le zizi. Ben oui, calique! Même pas besoin de couper le zizi, là. Voyons donc! Tout ça pour dire que j'ai aucun problème avec les gens qui viennent. Parce que je veux qu'ils s'assimilent. Je pousse peut-être, mais je trouve que c'est un beau mot, ça. Assimilation. Ça veut dire que tu t'intègres totalement. Tu deviens partie inhérente de la société québécoise. Tu veux l'aider. Ta terre... Bon. Alors, je reviens aux vidéos qu'on vient de regarder concernant l'immigration. J'imagine que ces organismes-là le font de façon objective. Tu y vas objectivement. Tu reçois des gens qui veulent venir s'intégrer de façon très objective. Ce sont des gens qui veulent s'assimiler au Québec, qui savent très bien que, historiquement, le Québec, c'est un endroit catholique. Et bon, vous comprenez, on a une histoire, on a une culture. Bon. Ces gens-là qui sont subventionnés font partie d'organismes. Ces organismes-là reçoivent de l'argent, quelquefois de la Ville de Montréal lorsqu'ils sont établis à Montréal, quelquefois du gouvernement du Québec s'il y a des villes qui ont des organismes avec moins de fonds. Le gouvernement du Québec peut aider, et même que je dirais qu'il y a des organismes qui sont aidés au niveau fédéral. Et c'est correct, ça, que la société aide les organismes qui participent à l'évolution de la société en recevant des gens qui veulent s'intégrer. Je répète, s'assimiler au Québec. Dans la vidéo que vous venez de voir, c'est pas tout le monde qui l'a remarqué. Je répète, un organisme est supposé être objectif. Ne pas imposer une pensée, surtout pas d'essayer de te donner une idée de ce que tu dois penser. Vous aurez l'occasion de réécouter après l'émission le petit bout de vidéo, mais on va prendre juste une photo d'un endroit précis lorsque la directrice générale de l'organisme parle sur un grand tableau derrière elle. À l'intérieur du bureau de l'organisme, il est écrit, facile,
Viva Palestina libre. Vive Palestine. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très, 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 très clair. C'est dans le bureau, probablement, de la directrice générale ou de la salle de réception de l'organisme qui vient en aide aux réfugiés, qu'on appelle des réfugiés, des demandeurs d'asile. Je pense que c'est à partir de là qu'on devrait commencer à faire une vérification de ce qui se passe dans nos organismes. Si, en plus d'avoir de la difficulté à gérer Montréal en passant, cet organisme-là est à Montréal, la mairesse devrait commencer à faire une vérification de façon à ce que ceux qui viennent ici à Montréal comprennent que Montréal, c'est au Québec. Puis le Québec, ça parle français. C'est catholique. Et on essaie de ne pas trop s'impliquer dans les guerres qui causent des problèmes majeurs depuis des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années, dont l'Israël et Palestine. C'est pas le temps d'aller donner ta position à quelqu'un qui s'en vient ici en tant que terre d'accueil. Il est reçu en terre. Et là, en gros, derrière l'organisme qui le reçoit, voici nos positions. C'est comme si tu lui disais, regarde, si tu veux être le bienvenu, là, pense comme moi. Alors, moi, j'ai pas d'objection, moi, là. Regarde, que t'aimes Israël, que t'aimes la Palestine. J'ai donné ma position, puis j'ai dit, je ne veux pas travailler trop longtemps sur ce dossier-là. Moi, je pense que c'est 2 États qui sont nécessaires. Mais je veux pas aller plus loin que ça, parce que ça fait des centaines d'années, la chicane a pris là. Puis je l'ai dit au début de l'émission, on s'en va vers une 3e guerre. Et celle-là, cette petite guerre qu'on dit régionale, va en embarquer un autre. Mais c'est pas grave. À Montréal, on subventionne des organismes pour recevoir des gens. Et on leur dit, regarde, pense comme ça, là. Pense comme ça, là. M'en plante. Mme Plante, je parlais du parc immobilier, mais là, au lieu de parler du parc immobilier, Mme Plante, parce que là, je sens que j'achève l'émission, puis j'avais tellement le goût d'en parler de plusieurs points. Mme Plante, c'est pas juste, en passant, l'immobilier qui cause des problèmes à Montréal. Montréal, c'est une belle ville, puis j'essaierai pas de revenir sur le point que je trouve hallucinant, là. À New York, ils sont 8 millions de personnes, il y a un maire, 51 conseillers. À Québec, la ville de Québec, il y a un maire, 21 conseillers. Il y en avait 27. Puis il y a un maire qui a dit 27, c'est trop. Il a demandé au gouvernement du Québec, veux-tu passer de 27 à 21? Oui, pas de trouble avec ça. Un maire, 21 conseillers. Québec, la capitale. Capitale. Toronto, ils sont presque 4 millions. Un maire, 25 conseillers. Je répète, un maire. 25 conseillers. Montréal, 1 800 000 personnes. 19 maires, 84 conseillers. Mme Plante, là, n'oubliez pas que chacun de ces élus-là, là, ils ont tout le complexe là, de dire, hey, moi, là, ça me prend une secrétaire, ça me prend un coiffeur, ça me prend un traducteur, ça me prend un communicateur, n'oubliez pas, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas grave, ça coûte moins cher, c'est pas trop cher, ils sont pas beaucoup. Pardon? Je parlais pas juste au niveau des dépenses seulement, qui impliquent plusieurs dizaines de millions de dollars. Non, je parle pour ce qui est de la prise de décision. À un moment donné, il faut que les décisions se prennent, là. Trop, c'est comme passé. Venez pas me dire que je mens. Mme Plante, vous êtes en train de faire de Montréal une risée à grandeur du Québec. C'est une métropole. Vous venez de dire, on bâtira pas à Montréal. Grâce à moi, je vais sauver un parc. Il va y avoir moins d'automobiles, 10 000 autos de moins. J'ai le temps de sauver le seul parc, le très peu d'espace vert qui reste. Ben oui, ils vont faire quoi, les autres? Les contracteurs, là, ils se sacrent bien de Valérie Plante. En passant, plus que ça, mais je vais rester poli. Ils s'en foutent pas mal. Là. Bon, ben c'est parfait. On va aller à Laval, on va aller à Longueuil, on va aller à Saint-Hubert. Quand je vous pas la tête, là, j'apprends rien à personne. Là. La firme Molson, qui est née à Montréal, a sacré son camp, parti à Saint-Hubert. Il y a une firme qui voulait faire des panneaux solaires. Non, je parle même pas d'immobilier, là. Je parle juste de développement économique. Là. Ils voulaient s'installer dans Anjou. Non, on ne veut pas vous voir. C'est même pas présenté. Ils sont partis avec le 2-3 milliards de dollars. Ils sont partis s'établir à Valleyfield. Qu'est-ce qui arrive à Valleyfield? Bien, ils développent. Leur parc immobilier augmente.
Et ça veut dire quoi, ça? C'est qu'à un moment donné, ces villes-là là, sont en train de prendre de l'expansion, puis ça fait l'affaire des maires. Les élus sont contents, on augmente les taxes, il y a plus d'entrées de fonds. On peut améliorer des centres sportifs, on peut faire plus de patinoires, on peut augmenter le nombre d'activités. On peut peut-être pas faire grand-chose cette année, puis on gèle les taxes. Il y a plusieurs choses qui font que quand le parc immobilier augmente, un maire est avantagé. Non, pas à Montréal. Montréal, c'est pas ça qu'on fait. Non, on fait des pistes cyclables. Ouais. Vous pourrez remarquer que c'est la métropole. C'est le moteur économique du Québec. Quand on envoie un contracteur bâtir ailleurs, là, ce qu'il fait, lui, là, il provoque Varennes. Il provoque Belleuil. Il provoque Valleyfield. Il provoque Repentigny, l'Assomption. Il en provoque, là, tout le tour. Je peux continuer, moi, là. Sainte-Thérèse, Sainte-Anne-des-Plaines. Ben oui, il en provoque, là, des maires. Hey, ouais. Il arrive quoi? Mettons qu'ils ont tendance à dire, ben, peut-être qu'on va dézoner. Pas beaucoup. Juste un petit peu de nos terres agricoles. Là, parce que là, ça nous prend des maisons, ça nous prend du terrain, ça nous prend du développement, ça rapporte des taxes. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Peut-être une partie de nos terres agricoles. Je dis pas que ça arrivera jamais. Mais quand tu as une mairesse cruche qui le provoque, qui le dit ouvertement, dans des grandes réunions, que ce soit COP28, je ne commencerai pas à nommer l'énumération de la stupidité de ce qui est en train de se passer. Mais là, on le provoque. Je vous avais dit que moi, j'adore ça, parler de Montréal. J'adore ça. Ça ne vous tente pas de parler de développement. Si vous ne voulez pas bâtir de logements, ben allez pas dire que c'est pas de votre faute si je suis obligé d'augmenter les taxes. J'en reviens pas. J'en reviens pas à dire autant de niaiseries. Moi, je répète, il y en a peut-être juste 2 là, qui l'ont dit pour le moment, qu'elle est incompétente, Mme la mairesse, mais je vais aller plus loin que ça. Travaillez donc sur des dossiers pour les citoyens, pas la pensée unique. Je termine là-dessus. Il y en a des dossiers importants pour l'ensemble de la population, pas les exceptions. On ne gère pas en fonction des exceptions uniquement. Une exception, le mot le dit, c'est exceptionnel. On le fait rarement. Et, s'il vous plaît, le moins possible. C'est une exception. Là, ce qui est en train de se passer, on ne gère qu'en fonction des exceptions. On se demande comment ça se fait que ça va bien. Si la mairesse de Montréal n'aime pas les bateaux, tenez-vous bien, une des plus vieilles marinas au Canada, elle a décidé de la fermer. Montréal, c'est une île. On a la marina de la Chine. On parle de 500 à 550 bateaux. Plus de la moitié des bateaux qui sont là, c'est des résidents de Montréal. Évidemment qu'il y en a une partie qui viennent de l'extérieur. C'est tant mieux. Même la mairesse, on appelle ça des touristes. Puis ils font vivre les commerçants à côté. Ils débarquent de leur bateau, ils vont faire leur épicerie. À défaut, ils débarquent du bateau, puis ils sont soupés dans un restaurant à Montréal. Ils mettent de l'essence, ils aident au développement. Je ne parle juste de la marina de la Chine, c'est pas un gros dossier. On avait un centre de ski à Montréal, sur le Mont-Royal. Personne n'a pensé le réouvrir. Ça coûte une fortune en essence monter à Saint-Sauveur, Sainte-Agathe. J'essaie pas de parler négativement d'un centre de ski dans Haute-Laurentide ou sur la Rive-Sud en s'en allant vers Sherbrooke. Non, pas du tout. Non. Tout le monde a le droit d'avoir un développement économique dans sa... On a une petite montagne à Montréal. On a des gens qui sont de classe moyenne. Il y a des familles qui ne veulent pas sortir de Montréal parce que ça coûte cher sortir d'aller dans les Hautes-Laurentides avec 3 enfants. Comment ça se fait qu'on a la possibilité? C'est une ville nordique. Montréal, c'est une ville nordique. Là, chez moi, là, je le sais. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, on va arrêter là. Mais là, j'en reviens pas. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, t'as l'air d'un inconscient, là, on s'en va dans le réchauffement climatique. Non, ça y est. Moi, quand j'étais jeune, on me parlait du refroidissement de la planète. Là, c'est le réchauffement climatique. Non, c'est pas vrai ce que je dis là.
Réchauffement, changement climatique. C'est ça, c'est ça. Là, on ne peut plus parler, parce que là, on a un hiver. Bien, c'est l'hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'hiver. Mais, je vais vous apprendre quelque chose. J'en ai profité. Tiens, je vais même faire une petite note avant de finir l'émission. Non. J'écoute de moins en moins, moi, ce qu'on appelle la télévision traditionnelle, là, Radio-Canada, TVA, de moins en moins, pour pas dire pas du tout. Puis je suis tombé un soir, j'ai dit, tiens, je vais regarder si peut-être un film. Bon, et j'ai tombé sur la télévision. Moi, c'était pas ma journée, je ne sais pas. Je suis tombé sur une annonce du gouvernement du Canada. Ben, j'ai appris que c'est fini. Fait que ceux qui me parlent de réchauffement climatique, là, c'est fini. Ou changement climatique, non, c'est fini. Le gouvernement du Canada, l'annonce dure 30 secondes, j'en revenais pas, je l'ai écouté. J'ai pas le choix, je suis tombé sur une annonce. Crise climatique. Là, on vient de monter d'une coche. Là, on est dans une crise climatique. Bon. On ne peut pas en dire plus, là. Puis j'ai pas le goût de suivre ce dossier-là. J'en reviens pas, les budgets du gouvernement fédéral. En fait, je dis gouvernement fédéral. Le gouvernement Justin Trudeau. Est-ce que c'est parce que lui, c'est pas compté? C'est pas fort la livre, là, au niveau fédéral. Je l'ai dit, là, lui, c'est un pingouin, là, c'est un zouf, là, ça se peut pas, là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont compris, là. Lui, en un mandat. C'est pas vrai. Depuis 2015, il a été élu 2015, ça veut dire en 8 ans. En 8 ans, lui, la dette du Canada, c'était à peu près 600 milliards de dollars. Depuis la création de la dette en 1974, là, à peu près, début des années 70, jusqu'à 2015, 600 milliards. Lui, en 8 ans, 2015-2023, il l'a doublé. Là, on est rendu à 1200 milliards. Ben, là, au moment où je vous parle, là, ça doit être 1300 milliards. Là. Un autre qui a bien de la misère avec ça. Moi, là, il serait peut-être temps qu'on dise, on va mettre quelqu'un... je ne veux pas trop en dire là-dessus, mais je pense qu'il est peut-être temps d'aller chercher quelqu'un qui a déjà eu des compagnies ou je sais pas, des entreprises, un entrepreneur. Peut-être qu'il serait le temps d'aller chercher un dirigeant qui a du vécu, qui est capable de dire, regarde, ça coûte cher. Non, ça serait peut-être temps de geler les taxes. On pourrait peut-être faire en sorte que le Canada, on va faire une exception. On va essayer d'empêcher l'augmentation du taux d'intérêt. Pas difficile, là. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que Justin Trudeau, que j'appelle la cruche en chef du Canada... Non, je vais retirer mes paroles. Le raisin en chef du Canada... En passant par François Legault, qui me déçoit de plus en plus, mais la mairesse de Montréal, elle, c'est la top. La dette, rien qu'à Montréal, elle, pendant ses 2 mandats, là, elle va avoir atteint une affaire comme 2 milliards de dollars de plus. Là. Il est stratosphérique. Demandez-vous pas pourquoi à Montréal, les taxes ont augmenté. Puis là, elle va vous répondre, « Ah, c'est pas de ma faute! » C'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute. Au lieu de calculer puis de savoir comment... J'avais dit que je finirais l'émission. Puis j'avais dit que je serais de bout. Tiens, ah oui. Bon, ça m'a fait plaisir, je me sens mieux. On se voit la semaine prochaine. Probablement qu'on va travailler un peu plus sur ce qui est en train de se passer. J'en ai parlé au début de l'émission. Les quelques guerres qui vont causer un peu de problèmes, je pense, sur la petite planète. Salut!